Ça avait quelque chose de particulier quand même de jouer avec des vrais gens. Euh, bah ouais. C'est-à-dire Assad qui joue Fahim et Mizanour qui joue son papa, qui avant de tourner le film était juste un collégien et un cuisinier. Qui ont vécu aussi l'exil et qui étaient réfugiés en France. Je sais pas, ce qu'ils avaient à jouer faisait forcément résonance avec leur propre vie, et donc nous, face à ça, on n'a pas tellement envie de faire les acteurs, quoi. Ça remet un petit peu en humilité. Et donc, cette vérité-là, elle était forte à vivre. Et puis, voilà. Donc, je remercie mon ami Pierre-François de m'inviter dans ces belles aventures, toujours, mais celle-ci était particulièrement forte. Surprenant de vous voir dans ce registre. Magnifique, merveilleux. Il y a une raison particulière, vous avez quelque chose à nous expliquer, c'est vrai que tout le monde me dit ça, mais il n'y a que moi que ça n'a pas surpris en fait. C'est clair qu'il s'est passé des choses sur ce tournage qu'on n'oubliera jamais, évidemment. C'était très très fort. Et puis, on a vécu ces gens-là, Mizanour, Assad. Enfin, c'est vrai que leur destin, comme ça, catapulté. Le petit Assad, pour vous dire, quand je le rencontre, il ne parle pas français. Il attend dans la rue son cousin qui passe des essais. Il y a une interprète qui lui demande de passer des essais, lui aussi il refuse. Il vient de rejoindre son père qui est réfugié politique. Il est là en France depuis 3 mois. Donc c'est vrai que d'un coup il se retrouve au premier rôle. Et puis Mizanour qui est un très bon cuistot, mais que j'estime être encore plus grand acteur. Maintenant il veut devenir comédien, donc je suis sûr qu'il y arrivera. Donc on a vécu des moments très forts tous ensemble. Surtout que ma direction, j'avais envie qu'on ait l'impression d'être dans un documentaire en fait. Voilà. Donc du coup, comme le disait Isabelle, c'était un peu comme si on était dans une forme de non-jeu, quoi. On se faisait croire qu'on vivait vraiment ces situations. Enfin, bon, c'est le rôle d'un comédien évidemment, mais là, je voulais que ça soit qu'on ne triche pas du tout, quoi. Pourquoi ce film ? Comment est-ce que ça vous est venu ? C'est quand j'ai vu Fahim parler de son histoire. Il venait à la télé, c'était en début 2014 pour vendre son livre qui s'appelle Un roi clandestin. Et ça m'a bouleversé en fait, parce que des gens comme lui et comme son père, on en croise malheureusement presque tous les jours. Et quand je les croise, quand il y a un monsieur qui veut me vendre ses roses rouges dans un restaurant, je fais peut-être un petit sourire, mais je continue mon chemin en fait. Et je me rendais pas du tout compte de ce qu'ils avaient pu vivre, quoi. Même si je sais bien qu'évidemment ils sont pas là pour rigoler, mais quand même j'avais envie de m'arrêter sur eux parce que on nous en parle assez mal, je trouve. On nous en parle souvent, mais comme des chiffres, voilà. Et je trouve qu'ils sont déshumanisés à la télé, comme des groupes comme ça. Et là, je voulais qu'on soit avec Fahim et Noura pour qu'on comprenne ce que les autres Fahim et les autres Noura ont pu vivre, d'effroyable, parce que il y a des gens qui pensent encore qu'on vient en France parce que l'herbe est plus verte. Enfin voilà, des choses horribles comme ça, mais ces gens-là n'ont pas quitté leur pays. Quitter son pays, c'est terrible de quitter son pays. Quitter les gens qu'on aime le plus au monde, sa femme ou ses enfants, autant mourir, quoi. Et donc on ne vient pas comme ça pour la sécurité sociale. C'est complètement fou qu'il y ait encore des gens qui pensent ça, quoi. Voilà, on vient parce qu'on est en danger de mort. Voilà, c'est un truc que si ça nous arrivait, on prendrait la même décision, quoi. C'est un truc de survie, quoi. Et donc nous, on appelle ça des migrants. Les médias appellent ça des migrants toute la journée. Mais bon, à ce moment-là, tout le monde est migrant. Non, ce sont des réfugiés
qui n'ont pas forcément le statut, parce que c'est très difficile à avoir, mais ce sont des réfugiés. Donc, en fait, ce sont les premières raisons qui ont fait que j'ai voulu faire ce film, parce qu'on fait du mal à un enfant, et dès qu'on fait du mal à un enfant, j'ai envie d'en faire un film, mais j'ai jamais eu le courage, en fait. Donc, je me suis toujours complu dans la comédie, parce que j'adore ça, faire rire. Et puis là, je me suis dit, je commence à avoir un certain âge, il faudrait peut-être que j'ai le courage aussi de faire de traiter ce que je ressens dans la vie. Parce que dans mes comédies, j'y mets pas beaucoup de personnel, quand même. J'ai surtout envie de faire rire. Voilà. Et ça marche d'ailleurs, ça marche. Mais c'est vrai que ça marche de temps en temps. c'est vrai c'est un documentaire. Enfin, vraiment, moi je les ressentais comme un documentaire. Moi, je trouvais que c'était intéressant comme ouvrir un livre, c'est de rentrer dans la perception d'un individu de ce que c'est que de vivre, de quitter son pays, d'essayer d'apprendre une langue, d'espérer trouver la vie quelque part et en fait ne trouver que la survie. Et c'est vrai, comme disait Pef, souvent on associe ça à une masse, mais cette masse, c'est chaque personne qui vit un drame. Mais même avant, enfin, sur les autres migrations, et que ce soit... ça m'arrive souvent quand je prends des taxis et d'interroger les gens et qui me racontent comment ils sont arrivés en France et tout. C'est toujours des romans, c'est extraordinaire. Et que, voilà... et puis, en général, ce genre de film ne fait que convaincre les déjà convaincus, puisque si vous êtes là, c'est que vous êtes sensible à ça. Donc, vous n'êtes pas à convaincre, mais il suffirait d'une personne à qui ça ferait quitter la peur et à qui ça ferait quand même s'interroger sur où il en est de son état de partage ou d'accueil, en tout cas. Voilà. C'est pour ça que je trouvais que... Moi, ça ne m'a pas surprise que Pef ait envie de faire ce film, parce que je le connais depuis plus de 30 ans, et que je le sais extrêmement sensible et impliqué, et ça ne m'a pas surprise qu'il ait envie de raconter ça. Moi, ce que je me dis, c'est que, en tout cas moi, ça m'a interrogée sur où j'en étais de la fraternité. Et que je pense que dans cette chance qu'on a de vivre dans une démocratie fragile, ce qui peut sauver ça, c'est d'abord la fraternité, parce qu'avec la fraternité, il y aura plus d'égalité et donc plus de liberté. Et en fait, je me suis fait mon auto-analyse de où j'en étais. Voilà. Alors, je sais pas, peut-être... qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Chacun à son petit niveau et tous ensemble. Et vous ? Magnifique, merci, j'entends, mais tu peux le dire plus fort. Oui, mais enfin, on merci, a des madame. micros. Vous êtes prête ? Non, ça vient le micro. Vous voyez, elle partage même son micro. Je suis tellement émue que j'ai fini ce que j'avais à dire, en fait. C'est bouleversant, et je remercie Pef, parce que je pense que l'émotion, c'est la puissance du récit qui nous permet de partager cette émotion et effectivement de comprendre ce que vivent ces gens et de ressentir la violence de ce qu'on leur fait vivre, de notre accueil. Je pense qu'on va tous les regarder, j'espère, différemment. Et voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, je suis très émue. Non, merci. Les retours que vous avez eus jusqu'à maintenant, Catastrophique. Pierre-François, c'est-à-dire ? Non, les retours, les gens sont... Comment dire ? Un peu comme madame, quoi. Ils parlent pas trop, en fait. C'est ça, un peu comme tout le monde. Là,
Vous êtes en état de choc, vous êtes désemparé. Non, mais en fait... Si vous êtes là, c'est que vous moi, avez aimé. je parle pour eux parce que j'ai fait 110 dates et donc je sais dans quel état ils sont. Donc, je raconte plein de choses. Je leur dis où Fahim en est, par exemple, parce que ça va les intéresser en rentrant chez eux dès qu'ils auront un peu retrouvé leurs esprits. Donc, voilà, ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, Fahim, il est devenu majeur pendant le tournage. Donc, du coup, l'inconvénient, c'est qu'il n'a plus pu bénéficier du titre de séjour de son père. Et donc, il a recommencé ses papiers. Donc, ça a été long et chiant. Hein. Donc, il me disait, je lâcherai rien, je vais être français, je serai français. Et puis, il s'est rendu compte surtout qu'il avait... Autant il s'était éclaté dans les échecs jusqu'à l'année dernière, puisqu'il était vice-champion de France quand même en 2018. Autant il n'a rien foutu à l'école, il a passé son bac en candidat libre, il l'a eu, mais bon. Et là, il se dit que de toute façon, joueur d'échecs, ça ne sera pas son métier, parce que c'est très difficile d'en vivre. Et puis, les maîtres, enfin, ses modèles sont tous fous, donc il n'a pas envie de devenir fou. Je parle à sa place, hein, parce qu'il m'a tout raconté. Alors, du coup, il s'est inscrit dans une prépa aux grandes écoles de commerce, ce qui est très dur pour lui, là. Il morfle. Il a eu 2 en maths en septembre. Donc, mais il répond que la moyenne de la classe était de 3. Donc, il n'est pas si inquiet. Voilà, et puis sa famille, vous avez vu, j'ai gardé la surprise pour la fin du générique. Elle est réunie à Créteil. Voilà, sa mère est très mal intégrée puisqu'elle vient d'arriver, que c'est dur pour elle. Son père, il a l'air de bien se sentir. Voilà. Oui, il y a une question là-bas. Oui, c'est un petit témoignage pour accompagner votre initiative et votre intervention. Comment puis-je dire ça ? Quand la vie nous met par hasard en contact avec ces gens-là, moi j'ai près de moi des gens qui sont exactement la copie de ce que vous nous avez raconté. Des Syriens, une famille et trois jeunes Érythréens, 3 hommes érythréens. Et les mois passant, ces gens-là sont tellement courageux, tellement positifs, tellement pleins de joie de vivre qu'on en prend, nous, plein la gueule. Moi, je suis en admiration devant eux. C'est eux qui nous portent, en fait, vraiment. Et du coup, ce sont vraiment devenus des amis. Et c'est un cadeau que la vie nous a fait de les rencontrer. Vraiment, c'est un cadeau. Et je suis éloignée actuellement d'eux parce qu'ils sont dans ma province. J'ai hâte de les retrouver. Ce sont vraiment des amis. Ils nous donnent de la force par leur courage, leur persévérance. Ils sont constamment en gratitude et on n'en mérite pas tant. Et voilà, je voulais vous partager cette situation avec vous. Non, mais ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Ouais, il faut être héroïque quand même pour avoir le courage de quitter son pays et tenir le coup. Et tenir le coup. Ouais. Et c'est le pouvoir du cinéma. Nous sommes un festival de cinéma. Ouais. Et moi, je suis toujours aussi émerveillée de la puissance du cinéma, c'est-à-dire le bien que vous faites grâce à l'outil cinéma. Oui, mais moi, je me suis fait du bien en premier. Eh oui. Parce que je ne peux pas passer pour Sœur Teresa. Moi, ce film, d'abord, quand j'ai lu le livre, c'est à moi que ça fait du bien en premier. Ça m'a éclairé. Donc après, il y a une dame qui m'a pris dans ses bras dans je ne sais plus quelle ville pendant ces 5 mois de tournée. Elle devait avoir 75 ans. Elle m'a dit « Vous m'avez fait grandir ». Bon, j'étais évidemment heureux, mais bon, je me suis fait grandir moi en premier, quoi. Et c'était passionnant de voir quelqu'un comme Gérard Depardieu, que je vénère depuis tout petit, et puis Isabelle Nanty depuis qu'elle a été ma prof, et qu'elle m'a donné la réplique pour essayer de décoincer dans des scènes. Elle se mettait à jouer avec moi, un peu pour... de les voir face à des gens de la rue, quoi, des gens à qui c'est peut-être pas arrivé la même histoire, mais... Et ces gens-là, jamais j'aurais cru qu'ils pourraient, c'est pas faire le poids, mais
incarner des rôles, quoi. C'était vraiment dans le contraire de ma manière de penser. J'ai toujours cru qu'être acteur, c'était un truc qui venait de très loin, de tout petit. Pas du tout. Pas du tout. Donc ça m'a vraiment remis en question beaucoup, ce film. Beaucoup. J'ai pas mis en scène de la même manière et je ne pense plus la même chose sur les acteurs et les non-acteurs, quoi. Entre autres. Voilà, au niveau acteur, entre Gérard Depardieu et Isabelle, vous avez fait fort quand même. Hein. Vous avez fait très, J'ai très rien fort. fait, en fait. Non, bah déjà, les choisir. Bah oui, mais vous place. savez, je suis un peu pistonné parce que Isabelle Nanty, elle m'a dit oui avant de lire le scénario. Donc bon, ça se fait pas normalement. Donc ça va, Voilà. c'est bon. Et Depardieu, je me suis dit c'est peine perdue parce que il est chez l'agent le plus connu de France. Je me suis dit évidemment qu'il ne va pas lire, parce que je vais pas vous emmerder avec des histoires d'agents, mais des fois ça pue du cul quand même. Tout ce milieu de casting d'agents. Enfin, c'est un jour j'écrirai un livre quand je serai devenu aigri. À la fin de ma vie, j'écrirai un livre sur tous ces cons. Et là, j'ai eu un préjugé idiot parce qu'il a lu, mais dans la journée, quoi. J'oublierai pas. Et d'ailleurs, j'ai même pas eu le temps de lui dire ne faites pas lire à Depardieu, on est en train de réécrire, qu'il a dit trop tard, je lui ai déjà envoyé. Et Depardieu l'a reçu le 19 décembre et c'est le 21 décembre que j'ai eu son oui. Voilà. Donc c'est des gens qui ont pas de temps à perdre. C'est des gens de parole. Voilà. Droit à l'essentiel. Mm. Ouais. Mm. Oui. Bonsoir. Merci pour ce film et merci pour le jeu d'acteur. J'ai une question par rapport à la partie, ça fait très bizarre de s'entendre, je suis désolé, sur la partie avec le traducteur qui racontait des mensonges. D'où vient cette partie? Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est inventé? Alors, c'est très bonne question. C'est dans le livre Un roi clandestin, qui m'a vraiment largement inspiré. Hein. J'ai pris carrément des scènes de livres, alors peut-être pas dialoguer de la même manière, par exemple. Puisque vous parlez de cette scène, là, le traducteur indien, dans la vraie histoire, il disait à la dame que Noura, il vendait des voitures, un truc un peu bizarre, et je me suis dit, c'est trop énorme, quoi. En fait, il allait encore plus loin dans le mensonge. Donc, il parlait de revente de bagnoles en Allemagne, et je me suis dit, les spectateurs vont croire que j'ai déliré. Donc, j'ai déjà dit les horreurs, quoi. Bah, ils sont ici juste pour partir en Angleterre, enfin, tout ce que vous avez entendu. Mais donc, j'ai un petit peu atténué le niveau des mensonges, parce que j'avais peur que ça fasse trop rire, en fait. Parce qu'il y a des salles, là, j'étais pas avec vous, mais il y a des salles qui rigolent pas mal pendant cette scène. Oui, il y a de quoi. Il y a de quoi. Ouais. Mais les gens se demandent si cette scène-là n'est pas sortie de mon imaginaire parce que ça va un peu loin. Et puis, pour vous dire à quel point cette scène est arrivée, Fahim, quand il était en tournée avec moi, il dit à un journaliste que dans mon film, il est content, mais que bon, tout n'est pas vrai, quoi. Et puis bon, ça me vexait un peu parce que. Et en même temps, il a raison. Bien sûr que tout n'est pas vrai. Mais je suis obligé. Je ne peux pas raconter 1h45. Je ne peux pas raconter 3 ans et demi sans prendre des décisions. Mais bref. Et donc, il dit au journaliste, la scène du traducteur n'est jamais arrivée. Là, j'étais vert, quoi. Non, mais je suis allé racheter le livre tellement je me suis dit, mais je suis devenu fou, quoi. Et donc, je ne l'ai pas engueulé tout de suite. Et puis je lui ai dit, mais Fahim, relis ton livre, quoi. Bien sûr que c'est arrivé. Et il m'a dit, mais je comprends mieux pourquoi c'était la scène préférée de mon père quand il a vu ton film. Et son père, vraiment, c'est ce qu'il a préféré, c'est ce moment-là que je balance, quoi. Donc oui, cette scène est vraie. D'accord, merci. Et alors l'objectif, le but, pourquoi ce traducteur? C'est vraiment pour il explique, le petit faire passer l'explique quelqu'un en fait. d'autre. Oui, c'est parce qu'ils savent très bien qu'il y a un quota, on ne peut pas accueillir tout le monde. Donc, j'espère ne pas dire de bêtises, mais il y a une demande d'asile sur 3 qui est acceptée. Bon, il en est conscient, l'Indien, donc il se dit, là c'est un Bangladais, je me battrai pour un cousin et pas pour un voisin, quoi. Voilà. Je voulais vous dire merci parce que je vous suis depuis quelques années, autant depuis Robin des Bois qu'avant, qu'après. Et Isabelle Nanty aussi. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est très, très, très fort, c'est justement ce dont on parlait, c'est l'humour
l'humour et vous arrivez à faire quelque chose de super fluide dans le véridique, la vérité, la situation en France aujourd'hui et puis les touches d'humour qu'il y a un peu partout. Donc je voulais vous remercier pour ça. Est-ce qu'il y a ma question, c'est est-ce qu'il y a des gens haut placés, gouvernement ou institutions, qui ont déjà vu ce film et qui ont déjà réagi là-dessus ou pas? Ça y est, il va me mettre dans la merde. Ah bah oui, parce vous que êtes je là, pense hein. que je pense que c'est essentiel de partager. En fait, bon, moi je suis très naïf, hein, donc je rêve tout le temps, je vois toujours très très haut, moi. Mais bon, ça m'a permis de travailler avec mon idole depuis tout petit, c'était Pierre Richard. C'est Pierre Richard, pourquoi je dis c'était? C'est toujours Pierre Richard. Et puis d'autres, mais enfin moi je ne peux pas raconter. Donc, depuis plusieurs mois, je m'étais mis en tête de... Comme j'avais entendu dire par un ami qu'il avait présenté son film à l'Élysée, un film avec Gérard Jugnot, enfin je le dis pas péjorativement, mais un film, une comédie quoi. Je m'étais dit tiens, il est allé montrer une comédie à François Hollande, qui n'était pas politique du tout. Je me suis dit bah merde, alors moi un film sur des réfugiés, peut-être que j'aurai encore plus mes chances quoi, avec Macron. Et donc j'ai eu la chance, j'ai eu l'honneur de présenter lundi dernier mon film au Sénat. Et j'avais invité Brigitte parce que je me disais que d'après ce que je savais, elle était très sensible à ce sujet. Et puis alors, j'ai reçu un mail, ils étaient au courant, le président du cabinet avait bien l'invite, le président du Sénat aussi, et tout. Puis en fait, il n'y avait personne. Enfin, si, il y avait du beau monde, il y avait des gens très intéressants, puisqu'il y avait le président de la Fédération d'échecs. Donc ça, c'était vraiment très bien pour moi, parce que, évidemment, ça parle d'échecs quand même. Voilà, un type formidable. Il y avait, évidemment, enfin, non pas évidemment, mais il y avait Karpov. Donc voilà, j'étais très honoré, en fait. Si vous voulez, pour mon ego, j'étais heureux, mais dans mon cœur, j'étais hyper déçu, quoi. Et pour l'efficacité, un peu moins, parce que... Zéro efficacité, parce qu'en plus, c'est le sujet. Mais bon, moi, j'avais travaillé avec des avocates au droit des réfugiés pas du tout pour leur poser des problèmes, les critiquer, ou pour croire résoudre des gros problèmes. Mais c'était pour améliorer, mais je le ferai, hein, je vais réfléchir, c'est pour améliorer des petits dysfonctionnements qu'il y a. Parce que la loi, il y en a plein, on en a fait plein des lois en France. Je pense que ça devrait aller, mais c'est que ça ne suit pas derrière. Je vous donne un exemple, mais après ça va être ennuyeux. Mais quand un demandeur d'asile arrive en France, alors moi j'ai montré une étape où il a un traducteur. Bon, il se trouve que dans mon histoire ça se passe mal, mais ça se passe quand même souvent bien avec le traducteur. Bon. Mais moi j'ai pas montré toutes les étapes. Pourquoi ? Parce que mon film aurait duré 6 heures. C'était quand même, le livre n'est pas épais, mais ça aurait donné un film ennuyeux et ça se serait retourné contre l'histoire. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis des touches d'humour aussi, c'est pour qu'on soit bien avec leur histoire. Et donc, je ne vous ai pas montré les 75 rendez-vous, dont le premier, qui se passe sans traducteur, et à qui on dit, à quelqu'un qui ne parle pas notre langue, il faut répondre à tout ce formulaire, quoi. Et donc, on ne sait pas leur parler, on leur montre un formulaire, et eux, ils ne savent pas le lire. Ils doivent donner leur acte de naissance traduit, pour prouver d'où ils viennent. Et tout ça, ça coûte 60 à 70 € la page de traduction. Alors après, il y a des gens que je ne citerai pas qui disent « Oui, on leur donne notre argent tous les jours. » Ils ont 7 €. Pour les chanceux, ils ont 7 € pour la journée. Et ils doivent payer une page 60-70 €. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne les ont pas, évidemment. Donc ils vont à Gare du Nord, ils vont demander à des gens qui parlent peut-être même pas à moitié leur langue, et puis ils racontent peut-être des conneries sans le faire exprès. Enfin, c'est une catastrophe. Et ils n'ont que 21 jours pour faire ça, quoi. Donc moi, je voulais leur demander, voilà, si on pouvait, puisqu'on offre un traducteur après à l'OFPRA, si je ne dis pas de bêtises, pourquoi on offre
traducteur à la première étape, quoi. Voilà. Voilà. Et ça, c'est pas grand-chose. Hein. Je suis pas là en train de dire oh là là, Macron s'occupe pas des réfugiés. Je suis en train d'apporter une petite solution qui peut changer beaucoup de choses pour ces gens qui sont en danger. Voilà. Ils sont pas venus. Mais je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Je suis sûr qu'ils vont m'inviter. Oh, merci beaucoup. En fait, le truc con, hein, le truc horrible, c'est que si le film marche pas, bah oui, c'est ça aussi. S'il marche, ils vont être obligés de m'inviter. Bah oui. 20 novembre, c'est ça? Non, c'est le 16 octobre, c'est dans 2 16 jours. octobre, voilà. C'est pour ça que j'ai plus d'ongles. Excusez-moi. Donc à faire savoir, oui. Une dernière question. Moi. On voudrait tous savoir finalement si Mathilde et Sylvain ont fini ensemble ou pas. Ah oui, ça c'est très important. Je laisse Isa répondre, hein, parce que j'écoute pas. Très important. Est-ce que vous On parle pas de Gérard et toi, on parle de Mathilde et Sylvain. Est-ce que Mathilde a craqué? Elle a encore du boulot. Hein. Mais je pense qu'elle est patiente. Je pense que il aura bien besoin d'un bâton de vieillesse. Donc elle lui fera bouffer. C'est bien que tu racontes parce qu'il n'y aura pas de numéro 2 a priori. Maintenant, donc vas-y, raconte. Elle lui fera bouffer, puis peut-être il lui apprendra les échecs. Mais ça en restera peut-être là. Hein. Ça me fait des remontées d'émotions, là, votre question, parce que du coup, en plus, devant Isa, maintenant, je me rappelle de ces petites manigances qu'elle faisait, les petites surprises qu'elle faisait à Depardieu, et puis on venait en parler, on en parlait tous les deux en cachette. Et moi, j'adore les surprises, et Depardieu adore les accidents, donc je pense qu'elle a eu raison. Mais je sais que, tu me dis si je dis une bêtise, mais Gérard, tu vois, il était un peu... Enfin voilà, il voyait pas d'histoire, lui. Ah non. Voilà. Et moi, j'ai fantasmé, quelque chose. Mais vous avez vu, pas grand-chose. Hein. Mais ça marche très bien. C'est pas dans le livre, par exemple, ça. D'ailleurs, je l'ai pas appelée Hélène. Hein, elle s'appelle Hélène. Je l'ai appelée Mathilde parce que Isabelle, en fait, j'ai mis dans son corps 3 dames. Il y a la secrétaire du club. Il y a une dame qui les aide beaucoup pour leurs papiers encore aujourd'hui, et puis Marion Lanvert, donc cette héroïne qui a eu le culot d'appeler le Premier ministre à France Inter en direct. Voilà. Et d'ailleurs, Isa, des fois... a dû prendre des kilos pour endosser 3 personnages. Félicitations. Oui, Quelle conscience. Je me trouve toujours des bonnes excuses pour prendre un dessert. Et donc, je voulais qu'elle lui fasse un bisou. Non, je t'avais pas demandé de lui faire un petit bisou, Gérard. Oh, il a dû te dire que c'était pas nécessaire. Non, il a rien dit. Je crois qu'il a dû grogner. Et puis, elle a fait la surprise à la fin, là, quand ils partent au loin, là, elle lui a attrapé le bras. Et je trouve ça trop joli, quoi. Oui, mais je t'ai pas dit ce qu'il m'a dit. On était de dos, hein. Bah, attrape-le-moi le jambon. Attrape-le-moi le jambon. Mais il est hyper touchant, Depardieu. À mon avis, il devait sentir qu'Isa ne savait pas trop et tout. Et puis, non. En tout cas, le couple fonctionne d'une façon Non, puis de toute façon, remarquable. C'est bien de jouer sur les pudeurs aussi. Oui, vraiment. Parce que les acteurs, les actrices, tout ça, moi j'aime bien quand c'est pas si facile d'embrasser ou de... C'est marrant comme dans les films, ça a l'air si facile, alors que dans la vie, c'est pas toujours si facile. C'est émouvant, il y a des moments c'est troublant et tout. Donc, et je pense que Depardieu, il s'aime pas beaucoup, donc il n'aime pas tellement s'envisager dans des histoires finalement, dans les films ou même peut-être dans la vie, j'en sais rien, on ne le connaît pas. Mais voilà. Et puis comme le personnage de Sylvain est quand même quelqu'un de très 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 en protection, quoi. Il est remarquable ce personnage. Hein. Mais c'est incroyable parce que Depardieu, quand il est arrivé le premier jour de tournage, il était en train de se faire maquiller et je suis allée le saluer et il revenait de vacances. Il était beau, bronzé, les cheveux blonds comme ça, bam bam. Et une heure après, il arrive dans le costume de Sylvain avec les crocs et tout. Il n'y avait plus de vacances, quoi.
C'était fou. Non, mais c'était fou comme une fois qu'il avait mis la chemise à carreaux, les chaussures et tout, ça y est, c'était fini. Et il était Sylvain, et il était Sylvain avec toutes ses colères, ses frustrations. Donc pour moi, c'était très impressionnant parce que là, on peut même pas se mettre d'accord sur des trucs. C'est juste le personnage est là, donc vous n'avez qu'à être votre personnage à vous, et avec ses armes à elle, elle essayait de. C'est assez troublant parce qu'en fait, on ne joue pas, on essaie d'attraper l'autre, et puis son regard, et l'autre, il est comme ça. Donc, en fait, ça joue pas, ça joue beaucoup, mais il y a beaucoup de choses qui, quand on est acteur, il y a beaucoup de choses qui viennent se mélanger avec nous-mêmes et se troubler, et on ne sait plus trop. Donc c'est ça qui fait la vulnérabilité au bout du compte. Et c'est ce que a organisé Pierre-François, et aussi favorisé en suggérant des choses et tout. Et ce personnage de Sylvain, c'est vous qui l'avez écrit? Est-ce qu'il était dans le livre? Est-ce que c'est Depardieu qui l'a coloré? Parce qu'il est remarquable comme personnage, hein. Cette bascule entre la colère et la tendresse, et puis le moment, ça bascule d'un seul coup, on ne sait même pas pourquoi ça bascule. Alors Sylvain, il s'appelle en vrai Xavier Parmentier. C'est l'entraîneur de Fahim, hein, qui l'a mené à devenir champion de France de Créteil, hein, du club de Créteil. Fahim en parle toujours aujourd'hui avec beaucoup d'émotion. Il lui doit beaucoup. Il lui doit par exemple de ne plus arriver en retard aux compètes. En tout cas aux compètes. Par contre, l'autre fois, il est arrivé en avance dans une ville. Il était, pas dans une ville, mais pour prendre le train, et il était sur les nerfs. Ah oui, c'est vraiment un truc. Bon, bref. Et donc, Xavier, je l'ai rencontré en 2014 au championnat de France d'échecs à Montbéliard. Il m'a accueilli avec ses bras grands ouverts, comme ça. Il était surexcité qu'on fasse le film. Je ne savais pas que ce serait Depardieu à l'époque, hein. Et il était, comme vous le voyez un petit peu à la fin, quoi. C'est-à-dire que autant avant de le rencontrer, je fantasmais sur des acteurs. Enfin, même moi, quoi, je me disais quel rôle génial. On m'a jamais proposé un rôle aussi beau, et on me le proposera jamais. Mais quand j'ai vu Xavier en vrai, j'ai pensé à Depardieu tout de suite. Je l'ai pas appelé tout de suite, mais je pensais à Depardieu. Je voyais pas qui d'autre pouvait incarner cette sorte d'ogre, sévère mais juste. Après, il y a des petites différences. Par exemple, dans les cours d'échecs, Xavier, lui, il parlait pas comme j'ai fait de tous les grands maîtres. Il parlait plus de l'histoire de France. Il faisait des anecdotes comme ça sur Henri IV, Napoléon. Voilà, il les faisait rire avec plutôt de l'histoire de France. Et moi, je préférais partir sur les grands maîtres. Mais il n'y a pas de grande différence. D'ailleurs, Fahim, quand il a vu le film la première fois, il l'a vu 3 fois, c'est la première chose qu'il m'a dit, c'est dès que Depardieu arrive, j'ai revu Xavier, quoi. Donc il y a eu beaucoup d'émotions, y compris de la part de la sœur de Xavier, qui, elle, était furieusement contre que je prenne Depardieu, mais je ne lui demandais pas son avis, parce que juridiquement, je n'avais pas, et heureusement. Mais elle était très déçue, en fait. Elle n'imaginait pas du tout Depardieu dans le rôle de son frère, qui est décédé, vous l'aurez compris. Et quand elle a vu le film, elle a beaucoup pleuré, elle m'a présenté ses excuses, et elle a la propre sœur, hein, donc c'est stupéfiant quand même. Elle avait retrouvé l'essence de son frère. Ouais. Mais c'est grâce à Depardieu, hein, parce que moi, Depardieu, je lui dis pas, tu sais, Xavier, il faisait ci, il faisait ça, j'aimerais que tu... Ah bah non, je me prends une mandale directe, quoi. Non, et puis d'ailleurs, j'ai pas besoin de lui dire ça. Moi, évidemment, je lui ai mis les mêmes chemises, des petits détails comme ça, mais c'est Depardieu, hein, qui fait sa cuisine tout seul, il a besoin de personne, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, à part envoyer des gens le voir au cinéma, encourager nos amis à le voir au cinéma? Il y a peut-être d'autres actions possibles, des choses, je sais pas, moi, je me rends par compte rapport à des associations, par rapport à le scolaire. Non,
souvent on se dit mais je peux rien faire, moi, qui je suis, ou même, ou moi je gagne pas ma vie, ou moi c'est à eux de faire. Mais en fait, un petit geste, un petit quelque chose, ça peut changer beaucoup. Regardez ce qui s'est passé dans le film. Hein. Les mamans là, qui hébergent alors qu'elles se disent mon mari veut pas. Enfin, puis cette dame qui téléphone, la personne qui a mis un post sur Facebook. Moi, j'ai pas Facebook, Twitter, mais n'empêche que ça sauve une vie, quoi. Il y a quelqu'un qui dit merde, notre champion de France, il est sans papier, quoi. C'est des choses comme ça. Hein. D'un coup, c'est vu par 2 millions de personnes. Pourquoi ? Parce que peut-être on a écrit un truc avec le cœur. Et qu'est-ce que tu penses, Isa, toi qui fais tellement de choses ? Je pense à une phrase qu'on m'a dite quand je suis allée à Verdun présenter le film. Il y a une dame qui a dit mais est-ce qu'il y a vraiment besoin d'être exceptionnel, donc d'être un champion d'échecs, ou pour mériter d'être aidé ? Évidemment que non. Mais j'ai envie je lui ai répondu quand même que moi je pensais que, et c'est sans démagogie, hein, je le pense, et tu sais comme je le pense, je pense que tout le monde est exceptionnel en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'occasion, qui fait l'exceptionnel. Et d'ailleurs, j'en avais profité pour parler d'un film que j'avais adoré, qui était Dernière nouvelle du cosmos, de Julie Bertuccelli. Je suis sûre qu'il y a des gens qui l'ont vu. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, voyez-le. C'est l'histoire d'une autiste qui s'appelle Barbouillec, qui écrit des poèmes incroyables. Et en fait, en gros... la conclusion du film, c'est qu'on contient tout en nous. On contient le cosmos en nous. On est faits tous de la même matière, mais c'est le chemin pour trouver comment ces choses-là sortent, ou les dons, ou la capacité, ou la confiance, ou le regard des autres qui fait que les qualités sortent, et moi je fais partie de ces gens qui pensent effectivement que tout le monde est exceptionnel et que c'est notre regard qui doit changer, accueillir et mettre à l'aise suffisamment l'autre pour que voilà, il puisse devenir qui il se rêve, quoi. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien exprimé. C'est très clair, c'est très clair. Et c'est très beau. Oui, c'est très vrai. Très vrai, très vrai. Déjà, alors... Peut-être qu'il y a un truc qui est très facile à faire et qui coûte rien. Mais je le dis à moi, hein, c'est pas une leçon, hein, parce que le nombre de fois où j'ai rien fait. Mais en fait, je me rends compte que ce qui leur manque le plus, c'est la considération. Ils en ont aucune. Et donc, juste de les considérer et de pas tourner la tête dans l'autre sens. Et ça doit être énorme à mon avis. C'est-à-dire qu'ils se sentent voilà, qui se sentent pas enfin, vous imaginez tout ce qu'ils doivent ressentir, quoi. L'invisible, hein. Voilà. Je crois que c'est terrible le fait d'être invisible. C'était beau le titre de ce film d'ailleurs. C'était vachement bien, les invisibles, voilà. Mais les lois sont faites de manière un peu tordue aussi parfois. Et moi, je connais pas mal de. Et par exemple, moi, je connais quelqu'un qui n'avait pas de carte de travail parce qu'il n'avait pas de boulot. Parce qu'il n'avait pas de contrat de travail. Et donc, mais la personne ne pouvait pas l'engager parce qu'il n'avait pas de... Alors ça, c'est faux. La personne s'est trompée, Isa. Et c'est là, par exemple, c'était une autre suggestion que je voulais faire au gouvernement, qu'on prévienne tous ces gens qui ne parlent pas notre langue. Alors, comment on va les prévenir ? Voilà. Qu'on les prévienne qu'ils peuvent se trouver un travail. Alors justement, il faut qu'ils se trouvent un travail. Mais justement, non mais parce que quand même dans les écrits, c'est pas loin d'être ça. Donc il faut que quelqu'un casse la chaîne. Donc cette personne me racontait qu'elle lui a fait un contrat de travail et que donc, ayant un contrat de travail, le permis de travail a pu se faire. Il faut bien que quelqu'un commence le truc. Non, mais c'est les employeurs qui croient qu'ils ne peuvent pas. Mais moi, j'ai déjà fait un contrat de travail à une Malienne exprès pour qu'elle puisse justifier et puis peut-être un jour obtenir les papiers. Mais les gens sont en fait désinformés. Pourquoi ils sont désinformés ? Parce qu'il y a des fumiers. Je ne dirai pas le nom pareil
pas parce que j'ai peur, mais parce que j'aime pas lui faire de la pub, mais il y a des fumiers qui racontent dans des meetings que des mensonges, quoi, que des mensonges sur les chiffres, sur les qui nous prennent notre boulot, qui machin. Et du coup, d'ailleurs, à ce propos, j'ai entendu une émission que vous pouvez écouter en podcast sur France Inter. C'est celle de samedi dernier, donc pas samedi hier, mais l'autre. On n'arrête pas l'écho, où il y avait un économiste invité qui expliquait comment les migrations sont des boosters d'économie pour les pays. Je ne le savais pas. Je l'ai appris. Oui, ça, on a déjà entendu, on a déjà vu ça, on a déjà entendu. Et de toute façon, est-ce que vraiment... je reprends un tout petit peu la parole au nom du Festival Atmosphère. Oui. C'est qu'on a beaucoup entendu... on a beaucoup entendu au cours de ces quelques jours de festival, mais est-ce que vraiment c'est l'économie qui doit tout diriger? Est-ce que vraiment... C'est revenu encore et encore et encore. Vous avez peut-être entendu la liste des coups de cœur dans le film Anthropocène, dans les commentaires de Jean-Pierre Bibring après, etc. Mais c'est revenu dans beaucoup de nos débats, des conférences, c'est venu de la salle, enfin de notre public. Mais est-ce que vraiment la marchandisation, est-ce qu'il n'y a que ça? Parce que nous savons maintenant que c'est ça qui est en train de détruire la planète, donc vraisemblablement ça pourrait détruire l'humanité. La remise en question de ce côté économique, elle a été très forte au cours de ces quelques jours du festival. Je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose que moi, mais je l'ai entendu beaucoup. Oui. De votre part à vous, de votre part publique. Et on peut aller même plus loin. Je pense que il y a un moment, il y a un mot qui ras-le-bol, un espèce de ras-le-bol. Oui, mais il y a eu un mot que je pense a tué l'humanité, c'est le marketing, parce que c'est le diable. Et maintenant, le marketing est appliqué même aux personnes avec les réseaux sociaux, je le dis puisqu'il y a des jeunes ici. Dans les réseaux sociaux comme Instagram et tout ça, qui appliquent des techniques de marketing aux personnes, à la perception, à la rencontre. Voilà. Donc le diable maintenant a bien fait étendu son pouvoir, et c'est à nous de résister en fait. Si on peut. On peut, hein. Moi j'ai pas Instagram, j'ai pas Facebook, j'ai pas Twitter. Et vous êtes là. Et vous êtes visiblement bien présent. Merci d'avoir pris le film. Je ne veux pas dire seulement là ce soir. Merci. Vous êtes là, vous êtes visiblement très présente dans ce que vous faites et très engagée, sans avoir besoin de Facebook ou de Twitter pour être connectée. J'ai pas de followers, mais bon. Vous n'avez pas de followers? Non, mais c'est formidable. Elle n'a pas de followers? Il y a 200 personnes ce soir, c'est génial. Parce que chacun va parler à une autre personne, puis à une autre, puis à une autre. Du film. Je vous laisse la dernière possibilité. Ah oui, vous avez raison. Les réseaux sociaux. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, bravo pour ce film. Je trouvais très touchant et glamour et tout ce qu'on dit d'habitude, mais je suis pas très bon à le dire. J'ai pas bien compris la demi-finale régionale des échecs entre le B4 et le C3, si c'était bien le tour ou le fou qu'il fallait toucher. Non, sinon, vous en avez parlé un petit peu avant, mais je me demandais entre l'adaptation du livre et la création du scénario, comment vous avez fait pour équilibrer les personnages et que ça corresponde à, par exemple, ce que vous avez dit pour la sœur de la personne qui est décédée de l'entraîneur, et de comment rendre en fiction tout en restant un peu réaliste, j'imagine. Et que moi j'ai trouvé ça marche très bien. Et comment vous arrivez à gérer la transition du livre au scénario? Pas toujours bien, hein, ça a pris des années. On a fait combien de d'années? En fait, j'aime pas trop dire. Enfin, c'est-à-dire qu'il faudrait. J'ai commencé en 2014, ça fait 5 ans et demi, mais on n'a pas travaillé 5 ans et demi, donc je dirais que en tout, le film compris, ça a dû prendre 3 ans, quoi. Mais il faut faire des choix. Par exemple, il y a des scènes qui sont superbes dans le livre où Xavier les invite en Bretagne chez sa mère, à lui. Il invite les enfants tous les étés, donc il y a 2 ou 3 étés.
Et j'avais un co-auteur qui tenait absolument à ça. Et bon, j'ai mené un combat pour l'enlever, quoi. Parce que je lui ai dit, mais je suis désolé, mais on s'en fout, quoi. C'est-à-dire que c'était super dans le livre, dans la vie aussi, c'est magnifique. Et ça a dû faire drôle à Fahim que j'en parle pas, mais on s'éloignait du sujet, en fait. Voilà. Donc c'est prendre des décisions comme ça. Et puis aussi, j'avais un peu honte au début, mais maintenant je vois que en fait ça marche. Mais je culpabilisais en fait d'avoir réduit à 3 rendez-vous, 3 ans de rendez-vous, quoi. Et j'avais vraiment honte. Je me disais, c'est un massacre que je fais, quoi. Je fais 3 rendez-vous à l'OFPRA, à la préfecture, alors que eux, ils vont à la préf, ils vont à l'OFPRA, ils vont. Et, oui, mais on sait que c'est du voilà, cinéma. Bon, bah, oui, mais c'est des décisions sur un sujet grave. Je savais pas trop. Je me disais, mon Dieu, mais. Les gens vont être furieux, ceux qui l'ont... Et en fait, pas du tout, quoi. Il y a un Iranien encore la semaine dernière qui pleurait tout du long, qui avait l'impression que c'était son histoire que je racontais. Voilà, ce sont des choix comme ça. La fin, je la raconte... Je vous donne un dernier exemple. Isabelle, donc vous avez compris, c'est la secrétaire du club qui appelle François Fillon, mais en fait, c'est une autre personne. Donc voilà, ça, c'est une décision. Parce que si j'avais pris 3 actrices, on se serait moins attaché... à ses seconds rôles. Alors que là, son rôle principal, on est en empathie avec elle. Et donc, elle n'a pas appelé pendant le match, en fait. Voilà. Ça s'est passé en plusieurs jours, mais bon, ça aurait fait un film de 6 Mais c'est ça le cinéma. Voilà. Et c'est ça qui fait qu'il marche. Il a eu de la chance qu'il accepte à l'antenne. C'est ça qui fait qu'il fonctionne. Il fonctionne magnifiquement bien. Merci énormément. Merci beaucoup pour votre courage. Merci Isabelle Nanty. Beaucoup. Merci à vous.